Bonsoir à tout le monde d'abord. Je voudrais juste dire pour commencer que je suis quand même assez ému d'être ici parce que, bon, Bruxelles c'est un petit monde, chacun le sait quand on est bruxellois, mais les hasards de la vie parfois sont extrêmement troublants. Donc d'abord je suis né à 500 mètres d'ici, en face des abattoirs. Il se fait que ma deuxième grand-mère avait un hôtel rue Traversière dont on vient de parler ici. Et il se fait qu'un de mes meilleurs amis dans le monde du dessin est le fils de Kishka, Michel Kishka en l'occurrence, qui vit aujourd'hui en Israël. Donc ça fait beaucoup pour une même soirée. Bon, et par ailleurs, évidemment, je travaille au soir, ça comme chacun le sait, puisque c'était le thème de la soirée et que c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Je travaille au soir depuis 1986 et je suis aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, le responsable du service culture du journal. Alors, dans toutes ces années, j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs anniversaires de ce faux soir parce que, comme chacun le sait, dans les médias, on aime bien les anniversaires et donc quand il y a un chiffre rond qui tombe, hop, on reparlait du faux soir. Donc j'avais eu l'occasion plusieurs fois dans ma carrière de me pencher là-dessus, de m'y intéresser. Et à chaque fois qu'on parle de ça dans les médias, le problème, c'est un peu celui qu'on a évoqué dans le tout premier reportage sur Brindong. On en fait un sujet d'histoire, de commémoration, mais on ne le relie absolument pas à ce qui se passe aujourd'hui, au monde actuel et au retour des forces obscurantistes ou du fascisme en l'occurrence. C'est un événement qu'on célèbre pour ce qu'il a été, un exploit de résistant pendant la guerre, et c'est loin de nous tout ça. Et donc, plus le temps avance, aujourd'hui moi j'ai presque, je viens d'avoir 60 ans, j'ai pas presque, je les ai depuis 2 semaines. Donc j'ai 60 ans, quand j'avais 15 ans, bien on devait encore avec l'école aller aux commémorations diverses de la guerre, ce que bien sûr on ne fait plus aujourd'hui. C'était obligatoire en ce temps-là, c'était le samedi matin, il fallait se lever, aller à ces drôles de commémorations avec des anciens combattants, ne vous expliquez rien, vous voyez des vieilles personnes avec des médailles et une cérémonie auquel aucun des collégiens ne comprenait quoi que ce soit. On se sentait tous forcés d'aller là et on revenait là, on s'était emmerdé et on n'avait absolument rien appris sur les raisons pour lesquelles il était peut-être utile, au-delà du symbole, de se trouver à ce genre de réunion. Donc tout ça m'a toujours trotté dans la tête et la bande dessinée qui est parue fin de l'année dernière sur le Fossoir, c'est une combinaison de toutes ces petites choses de la vie et des événements que j'ai vécus au journal. Parce que finalement j'avais tout ça en moi. Et puis le déclencheur a été une manifestation dont je pense que beaucoup d'entre vous se souviendront. Après les attentats de la station de métro Malbec et de l'aéroport de Zaventem, la place de la Bourse, était devenue une sorte de mémorial aux victimes où tout le monde allait déposer des fleurs et c'était déjà un piétonnier à ce moment-là. Et puis, un week-end est arrivée cette scène qui me fait encore frissonner chaque fois que je dois l'évoquer. On voit des fascistes, il n'y a pas d'autre mot, qui embarquent dans les trains à Anvers et puis on envoie la police les regarde passer. On sait ce qu'ils vont aller faire, ou à peu près, mais personne ne leur fait obstacle et on les laisse avancer. Les trains s'arrêtent à Malines ou d'autres les rejoignent encore. Même chose, la police surveille les quais mais on ne fait rien, on les laisse toujours avancer. Ils arrivent à Bruxelles-Gare du Nord où là aussi il y a de la police, même chose toujours, ils peuvent continuer leur marche et les voilà qui déboulent sur les boulevards du centre et qui viennent évidemment saccager les fleurs qui étaient là. Parce que, bien sûr, pour eux, ce qu'il faut, c'est pas mettre des fleurs, c'est renvoyer l'ensemble des immigrés qui se trouvent dans ce pays chez eux, puisque ces attentats ont été commis par des gens d'origine lointaine dont le profil ne leur convient pas, et on met tout le monde dans le même sac, on veut les renvoyer chez eux en bloc. Et donc, cette scène-là, je me suis dit, ça fait un déclic dans ma tête, et je me suis dit, mais c'est surréaliste, parce que en 1943, le Fossoir, l'endroit où il fut principalement vendu sous le manteau, c'est Place de la Bourse. C'était l'endroit où on pouvait se le procurer. Et voilà que des années plus tard, ça redevient l'endroit où les fascistes se manifestent de manière vraiment violente, parce qu'ils ont avancé sur les boulevards en rang serré. On se serait cru dans un défilé militaire. Et donc ça m'avait fort marqué. Et je me suis dit, il y a là un lien étrange dont il faudrait peut-être faire quelque chose. Je n'ai pas trouvé tout de suite la bonne idée, mais ça a mûri dans mon esprit, et 1 an plus tard, je me suis dit la bonne chose à faire serait de raconter finalement l'histoire de ce Fossoir comme
dans le même esprit que ceux qui avaient fabriqué ce journal en 1943. C'est-à-dire, que voulait-il faire en 1943? Il y avait, comme on l'a dit ce soir, 200 journaux clandestins environ différents qui avaient été imprimés déjà pendant la guerre. Un journal de plus, pourquoi? Pour qui? Et c'est justement là la bonne question, pourquoi, pour qui? Parce que les journaux clandestins ne s'adressaient évidemment qu'au cénacle des gens qui étaient déjà dans la résistance, et pour cause parce que c'était dangereux et délicat de les diffuser ailleurs, on risquait d'être dénoncé ou de tomber sur une personne qui ne partageait pas ces idées-là, et ça pouvait mal tourner. Donc, l'idée ici, c'était, avec ce Fossoir, de toucher le grand public. Et pour ça, de le mettre dans des kiosques, et pas seulement de le vendre à ceux qui font partie du réseau, et d'essayer de le distribuer un maximum dans la population pour que tout le monde soit sensibilisé au fait que non seulement il faut résister, mais il faut se méfier, j'y reviendrai un peu après, du côté pernicieux de la propagande. Et donc, cette volonté de diffuser plus largement le journal, c'est-à-dire au-delà de l'événement, du simple fait historique, c'est la même qui a nourri l'idée du roman graphique du Fossoir, c'est-à-dire se dire, voilà, l'événement, il est connu, là, pour le coup, maintenant, il est très ancien, mais en quoi nous parle-t-il encore aujourd'hui du monde dans lequel on vit et de l'évolution que malheureusement on doit subir ces dernières années avec une remontée en puissance de l'extrême droite. On a parlé évidemment de ce qui se passe dans les pays de l'Est, en Hongrie ou en Pologne. On pourrait parler aussi de ce qui se passe en Turquie d'ailleurs, sur le contrôle de plus en plus systématique d'une presse qui n'est plus libre du tout. Mais il faut aussi voir ce qui se passe en France ou chez nous. Et on sait que là aussi, l'extrême droite est en plein essor. Chez nous, on peut nuancer, elle est un peu plus puissante au nord du pays qu'au sud. Objectivement, quand on voit les rapports de force politique aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire pour ça que parce qu'on habite dans le sud du pays et qu'on parle français plutôt que néerlandais, on est à l'abri de tout. L'évolution quand même majeure dans la plupart des pays européens, j'aurais pu ajouter les Pays-Bas, j'aurais pu ajouter l'Angleterre aussi pourtant, symbole de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui aujourd'hui aussi est contaminée par ces mêmes idées. Donc je trouvais qu'il était important de montrer que la liberté, il ne suffit pas de la mettre dans la Constitution, il ne suffit pas de se dire « ah, elle existe, elle est là, je l'ai, elle est acquise ». Non, il faut la mériter tous les jours, et c'est à chacun de la mériter tous les jours. Il ne faut pas compter sur les autres pour la défendre à votre place, ni sur le monde politique, ni sur une Constitution qui n'est jamais qu'un bout de papier s'il n'y a personne pour vouloir vraiment, réellement monter au front quand il s'agit de défendre son contenu. Et donc c'est de tout ça que j'avais envie de parler à travers ce roman graphique, en mettant en perspective ce qui s'est passé en 1943 et les résonances que ça pouvait trouver aujourd'hui. C'était donc pas un livre nostalgique, pas un livre historique, c'est un livre qui voulait mettre en perspective un fait historique pour dire attention, en 1943, le groupe de personnes qui a fait ça, oui, on l'a dit, il y avait le Front de l'Indépendance, il y avait là-dedans des résistants très bien organisés, mais si on va voir toute la liste des personnes qui sont impliquées là-dedans, derrière chacune de ces personnes, membres ou non du Front de l'Indépendance, il y avait chaque fois des citoyens. Il y avait des cafetiers, il y avait un peintre, il y avait une avocate générale à la cour d'appel, il y avait un baron, il y avait un entrepreneur, on l'a dit, monsieur Fourcroy, et donc il y avait en fait à peu près des représentants de toutes les couches de la société. Il y avait des gens qui faisaient partie de l'élite, il y avait des gens qui faisaient partie du peuple. Et donc c'est chacun qui a pris le risque, qui a mis sa vie en danger pour défendre des idées. Et ça, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui, que les gens doivent retrouver le goût de se battre pour la liberté. Et de se battre pour la liberté, pas nécessairement en prenant les armes non plus, parce que ce qui est remarquable dans l'affaire du Fossoir, c'était cette idée aussi de vouloir faire une action marquante contre l'occupant, mais sans dégâts collatéraux. Parce qu'évidemment, quand on fait un attentat, qu'on sabote une voie de chemin de fer, il risque toujours d'y avoir des blessés parce qu'on fait exploser quelque chose. Quand on fait une action armée, on tire, il peut y avoir une balle perdue et une victime innocente. Ça existe, ça fait partie, hélas, de ce genre des problèmes collatéraux, comme je le disais, de ce genre d'action. Ici, c'est une action qui se voulait purement pacifiste, et en plus,
qui voulait manifester une forme d'humour et de dérision vis-à-vis de l'occupant, qui est quelque chose de très fort. En ce sens, c'est plus parlant que jamais. Je peux vous dire que le plus surprenant dans l'édition de ce roman graphique, c'est que finalement, à l'heure qu'il est, on en est à la 4e réédition déjà, il a donc été épuisé 4 fois, il est diffusé davantage en France, et il a encore eu plus d'écho en France qu'en Belgique, parce qu'en France, ça a fait résonner chez eux l'esprit Charlie Hebdo. Parce que, évidemment, il y a eu les attentats dont tout le monde connaît l'histoire aujourd'hui. Et donc, ces attentats ont été commis parce que, justement, il y avait une forme de dérision et d'humour dans la défense de la liberté d'expression. Une autre forme de dérision et d'humour, d'ailleurs, que celle qui est utilisée dans le Fossoir, hein, plus iconoclaste et plus violente, c'est vrai, dans la forme en tout cas. Mais c'est le même esprit. Donc ça parle énormément aux Français à cause de ce rapprochement et de cette manifestation de la résistance à travers le dessin, puisqu'il y avait aussi une bande dessinée dans ce Fossoir, à travers le dessin et à travers l'humour. Et donc ce sont des choses fondamentales aussi parce qu'aujourd'hui, j'ajoute que là où on a également des raisons de s'inquiéter, parce qu'on a parlé de la Hongrie par exemple, et j'ajoute la Pologne exactement dans le même sac aujourd'hui, toute la presse aujourd'hui en Hongrie est cadenassée par le pouvoir, il n'y a plus de liberté de presse. Déjà aujourd'hui, à l'heure où on se parle, or ce pays fait partie de l'Union européenne. Pologne, il reste un seul journal qui est encore indépendant, qui d'ailleurs fait partie d'un groupe... c'est pas un groupe, c'est pas une association financière, c'est une association libre où on échange nos idées, nos articles, notre façon d'écrire, dans lequel se trouve Le Soir aussi. C'est un groupe qui s'appelle l'ENA, Leading European Newspaper Agency. Et donc, comme je le dis, c'est un groupe informel où les rédacteurs en chef se réunissent, où les journalistes font des échanges de bons procédés et où on essaye évidemment de venir au secours des autres quand notre liberté d'expression est menacée. Donc il reste un journal polonais, Gazeta Wyborcza, qui est toujours indépendant et qui a rejoint le groupe tout récemment. Le groupe existe depuis un peu plus longtemps, c'est le dernier journal qui nous a rejoints. En Hongrie, il n'y en a pas et de toute façon, il ne pourrait plus y en avoir puisque la presse n'est déjà plus libre. Et donc ceci montre combien il est important de défendre la liberté de la presse parce que ce n'est pas, hélas, parce que la presse n'est plus libre en Hongrie, qu'on ne lit plus de journaux. Et c'était pareil chez nous pendant la guerre, parce que ce faux soir, finalement, est une réaction au fait que le vrai soir, entre guillemets, c'était pas le vrai, puisque c'était un soir aux mains des Allemands, fait par des journalistes qui n'étaient pas ceux du soir avant la guerre, mais une toute autre rédaction, un tout autre rédacteur en chef, et une famille de propriétaires, les éditeurs de presse Les Rossel, qui avaient été spoliés du journal. Donc, c'est un soir des Allemands. Mais ce soir des Allemands, qui était donc le vrai qu'on pouvait acheter tous les jours, eh bien, curieusement, moi, ça me fait toujours froid dans le dos aussi, il n'avait pas un tirage moindre. Autrement dit, on était à 230 250 000 environ en moyenne chaque jour, et ce tirage n'a pas baissé pendant la guerre. Les gens ont continué à l'acheter. Alors oui, on va trouver des excuses, on va dire oui, mais on savait grâce à ça où on pouvait acheter les tickets de rationnement, etc. C'est vrai, je ne conteste pas, mais ce qu'il faut quand même, il faut quand même se dire aussi, ok, pendant 3 ans, tous les jours, on lit un journal comme ça, dans lequel on répand des idées évidemment obscurantistes ou totalement contraires à la liberté d'expression, des fake news, comme on dirait aujourd'hui, et les gens avalent ça tous les jours. Eh bien, on a beau le savoir, on a beau être un esprit éclairé, on a beau vouloir faire preuve d'esprit critique, on est inévitablement contaminé. Il y a des idées qui percolent insidieusement. Et c'était d'ailleurs l'objectif avoué des nazis, parce que quand ils ont mis la main sur Le Soir, juste au moment où ils ont envahi le pays, ils auraient très bien pu prendre plutôt, par exemple, le Pays Réel. Pays Réel, voilà, un journal qui partageait leurs idées, qui était tout à fait acquis à l'ordre nouveau, et aurait été plus simple tout à fait de prendre le Pays Réel. Non, ça ne les intéressait pas, parce que les gens qui achetaient le Pays Réel, ils étaient déjà acquis à leurs idées, donc ça n'avait aucun intérêt. Il fallait prendre un journal avec la plus large diffusion possible, qui avait une image de neutralité, et donc Le Soir était le média idéal pour ce faire, et donc c'est de ce journal-là qu'il fallait s'emparer. Ils auraient pu aussi immédiatement mettre une rédaction à leur solde de A à Z. C'est pas ce qu'ils voulaient faire non plus. Ils ont d'abord été trouver la famille Rossel pour négocier et dire surtout
ne craignez rien, nous tout ce qu'on veut, vous gardez votre journal, vos bénéfices, l'affaire continue à tourner, et nous tout ce qu'on veut, c'est un autre rédacteur en chef. On veut nous choisir le rédacteur en chef et mettre un rédacteur en chef à notre solde, à la tête du journal. Et pour le reste, pas de problème. Et les Rossel ont refusé. Marie-Thérèse Rossel a refusé pendant 3 semaines. Au bout de ça, ils se sont dit, bon, ça va, on a compris qu'on ne l'aura jamais dans notre camp, donc on va spoiler la famille et on va s'emparer du journal. Et alors, on va, comme tous les journalistes ont cassé leurs plumes, comme on disait ça, comme on disait ça à l'époque, pardon, eh bien, on a alors installé une rédaction fantoche qui était en fait la rédaction essentiellement dont les journalistes venaient du XXe siècle, qui était un journal catholique conservateur et mussolinien, puisque le directeur avait d'ailleurs le buste de Mussolini et un autographe de Mussolini et l'avait rencontré personnellement dans son bureau, déjà bien avant la guerre. Hein. Donc c'est un journal qui était vraiment acquis à ces idées-là, dans lequel il y avait évidemment Tintin aussi, qui était publié, comme chacun le sait. Et donc, ce journal a fait faillite quelques semaines avant l'invasion du pays. Donc, tous les journalistes qui faisaient partie du XXe siècle étaient sur le marché, on va dire. Et donc, tout naturellement, on a pris tous des gens qui venaient de ce journal-là. À 80-90% de la rédaction du soir embauchée, c'était des journalistes qui venaient du XXe siècle. Et en l'occurrence, la bande dessinée, comme chacun le sait aussi, puisque essentiellement c'était Tintin, Tintin, Hergé travaillait au XXe siècle avant. Alors, ce qui est curieux, c'est pour l'anecdote, mais je la raconte puisqu'on ne l'a pas évoqué, la bande dessinée, c'est une bande dessinée, on se dit, tiens, mais justement, c'est pas un pastiche de Tintin qu'il y a dans le Fossoyeur, c'est curieux, alors que c'était presque tous les jours Tintin, il y a seulement 2-3 semaines de battement entre chaque nouvelle aventure de Tintin où il y avait autre chose. Cette autre chose était en l'occurrence ici le Baron de Crac, qui est une bande dessinée inspirée du Baron de Munchausen, qui évidemment est un récit légendaire teutonique exemplaire. Et donc les résistants ont, pense-t-on, parce qu'on n'a pas la preuve bien entendu écrite quelque part de la raison de ce choix, mais il semblait plus naturel de s'emparer d'une bande dessinée qui était proche, on va dire, de l'imagerie et de la mythologie allemande, en l'occurrence les aventures du Baron de Crac, et de pasticher les aventures du Baron de Crac plutôt que Tintin, où il était moins évident de faire un pastiche avec un rapport avec l'occupant, puisque dans les bandes dessinées d'Hergé pendant la guerre, dans le soir, il n'y a pas vraiment de politique, et à ce moment-là venait de paraître le trésor de Rackham le Rouge, où ça n'a pas grand rapport avec ce qui se passait chez nous et à ce moment-là. Et donc, sans doute qu'ils ont préféré pour ces raisons-là le Baron de Crac. Mais ça, comme je dis, on n'en a pas la preuve. Donc, ce qui est remarquable aussi dans ce Fossoyeur, c'était l'impact qu'il a eu au niveau mondial. On en a un peu parlé, mais effectivement, il a été même traduit, il y a 10 000 exemplaires qui ont été traduits en anglais. Il y a un journal français qui s'appelait Le Nouvelliste à Lyon, qui a voulu rééditer un mois plus tard exactement la même opération, mais version lyonnaise, on va dire. C'est devenu, ça a aussi été cité comme modèle de résistance pacifiste aux États-Unis par les services secrets au lendemain de la guerre. Et donc, effectivement, ça a eu un retentissement international parce que il y a un côté universel évident dans l'action qui a été menée là, comme je dis, par sa dimension pacifiste, par la volonté de faire un acte de résistance à la fois intellectuel et humoristique. Et c'est en ce sens-là que c'est une action qui reste totalement exemplaire et que ça avait son sens aussi d'éditer un bouquin pour l'expliquer avec ce regard-là et cette vision-là aujourd'hui. Alors, il y a eu des moments, depuis que le bouquin est sorti, très émouvants aussi, puisque dans les séances de dédicaces où les auteurs ont dédicacé dans pas mal de librairies ici en Belgique, et donc on a vu venir, par exemple, la famille de Noël, qui était, donc on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir et raconter son importance dans dans la résistance et dans la création de ce Fossoyeur, puisqu'il en était à la base avec Aubryon. Et donc, la famille Noël a commandé 20 exemplaires pour tous les descendants actuels parce que, voilà, la dernière génération, les petits-enfants aujourd'hui, oui, on sait que dans la famille,
un personnage légendaire, le grand-père ou l'arrière-grand-père pour certains, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? On a tout juste un portrait de lui et on n'en a rien vu, donc le fait de pouvoir lire cette histoire et de voir en quoi son action fut importante pendant la guerre, il y avait une grosse émotion là autour. Le plus émouvant de tous les témoignages qu'il y a eu, ça c'était assez extraordinaire, c'était l'arrière-petite-fille de Jean Place. Jean Place est mort, donc il y a eu cinq des personnes qui ont travaillé sur le Fossoyeur qui ont trouvé la mort dans les camps de concentration au total. Jean Place en faisait partie, et Jean Place, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fabriqué les petites bandelettes qu'on mettait autour des paquets de journaux qu'on allait livrer au kiosque. Parce qu'il faut savoir que 50 000 exemplaires, et de toute façon ce n'était pas 50 000 en kiosque, mais au lieu de 250 000, ben, bien entendu, il n'y en a pas assez. Et donc, quand on arrivait avec une pile de ces Fossoyeurs chez le kiosquier, il ne fallait surtout pas qu'il s'aperçoive que c'était un Fossoyeur. C'est pour ça qu'il était fait comme le vrai d'ailleurs. Au premier regard, rien ne montre que c'est un Fossoyeur. Il a l'air du vrai. Mais si vous venez un quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure avant l'heure habituelle de livraison du soir embauché au kiosque, le kiosquier va se dire « Tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que le soir arrive si tôt aujourd'hui ?» Il y a un problème tout de suite, et donc risque de se faire prendre et risque que toute l'opération, évidemment, rate à cause de ça. Donc du coup, il fallait être dans un timing très serré, et ils avaient prévu une petite bandelette autour du journal parce qu'ils avaient des paquets insuffisants. Au lieu d'avoir une pile de 50 cm, vous en aviez une de 20 cm. Et donc il y avait une bandelette qui disait « En raison d'une panne de rotative, le solde des journaux sera livré après 18 heures. » Et donc Jean Place avait fabriqué ces petites bandelettes. Et quand il a été arrêté, il a été déporté pour cette raison-là. C'est pour ça quand on disait on ne pouvait pas se balader avec un journal clandestin, mais même fabriquer une petite bandelette, ça a l'air anodin. Ben non, ça lui a coûté la vie. Et donc, son arrière-petite-fille est venue à une séance de dédicace, parce que dans le livre, on parle de tas de personnages bien réels, mais il faut se rendre compte qu'on ne dispose pas dans les archives. À l'époque, chacun n'a pas un smartphone dans sa poche, ni même un appareil photo à la maison. Et donc, ben, la plupart de ces personnalités, on n'a ou pas de représentation photographique, ni même bien sûr de tableau, parce que pour faire son portrait, là, il fallait être d'un certain niveau, on va dire, financier ou de revenus pour pouvoir se le permettre. Et donc certains, on avait une représentation, pas nécessairement au bon âge. Il y en a où on avait aussi une photo, mais ils n'avaient pas l'âge qu'ils avaient au moment où l'action a été commise. Et donc ici, pour Jean Place, on n'avait rien. Et donc l'auteur, c'est d'ailleurs le dessinateur, je n'exagère pas en le disant, a eu plusieurs fois en dessinant ce livre, il a eu les larmes aux yeux, et même dans les séances de dédicace aussi, et même dans les interviews qu'on a faites aussi, chaque fois que cette question-là venait sur le tapis, parce qu'il s'agissait de donner un visage à des gens qui avaient été tués pour ce qu'ils avaient, pour l'action qu'ils avaient commise, et qui avaient fait preuve d'un courage extraordinaire et qui avaient été victimes de l'abomination extrême de l'occupant. Et donc, c'est très dur de faire ça, créer le visage de quelqu'un. On a l'impression, quelque part, si on se trompe, de trahir sa mémoire. C'est un peu ça qu'il ressentait. Et donc, il avait beaucoup de mal à créer les visages de ceux dont on n'avait pas de modèle, en fait. Et donc, c'est ce qu'il a dû faire pour Jean Place. Et donc, l'arrière-petite-fille est venue à la séance de dédicace et elle a dit qui elle était. Et puis, de sa poche, elle a sorti une petite photo de carte d'identité minuscule, en noir et blanc, de son arrière-grand-père, qui avait sur la photo 22 ans, et que, bien sûr, elle n'avait jamais connu, et que sa propre mère n'avait jamais connu non plus, parce que il est mort à 22 ans, et qu'elle était, je crois qu'elle avait 1 an ou 2 à ce moment-là, et donc voilà. Et elle n'en voulait pas du tout au dessinateur, au contraire, elle est venue pour lui dire merci d'avoir honoré sa mémoire. Vous l'avez magnifiquement dessiné, regardez, il ne ressemble pas du tout, mais ça n'a aucune importance, c'était lui. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est vraiment, ça montre que l'esprit du livre, et c'est ça qui est beau, toutes les familles qui ont été mêlées à cette opération et qui ont des descendants aujourd'hui et qui en ont eu connaissance et qui ont pu en prendre connaissance,
eh bien, nous ont remerciés, ont été très émus de la façon dont c'est raconté, parce qu'on a rendu justice à ce qu'ils avaient fait, parce qu'on a remis un projecteur sur, voilà, quand quelqu'un est mort pour une cause, ben, malheureusement, nous, on sait qu'il est mort pour la cause et on honore leur mémoire, mais ils sont morts. Et pour leurs proches, ils ne sont plus là. Et donc, il faut vivre avec ça aussi. Et donc, que ça ne soit pas vain et que ça ne soit pas oublié, c'est vraiment très, très, très important aussi. Et donc, en ce sens, ce bouquin est aussi répondait aussi à, on va dire, un devoir de mémoire. Alors, je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais je ne veux pas vous garder trop tard quand même, mais je voudrais vous lire 2-3 petites choses. Parce que ce qu'on avait voulu faire aussi, ça c'était pour moi indispensable, c'est qu'il y ait dans ce livre, évidemment, une reproduction de ce fossoir. Parce que ça aussi, quand on en parle dans le journal, à l'occasion des anniversaires, je reviens au début de ce que je disais, eh bien, sur la page du journal, on montre juste la une, donc jamais déjà le verso, en général c'est juste le recto, et de manière à un format qui est un peu réduit, parce que le format pendant la guerre était plus grand, et donc quasi illisible, et donc peu de gens ont lu ça, et donc tout le monde à la limite, tout le monde non d'ailleurs, mais pas mal de gens ont entendu parler du fossoir, mais qui l'a lu? Personne. On pourrait se dire, de toute façon, c'est illisible. C'était à une époque, est-ce que ça va encore évoquer aujourd'hui? Est-ce que ça a encore du sens? Eh bien oui, ça en a, parce qu'il y a plein de textes là-dedans qui sont succulents et qu'on peut comprendre. Et donc je voulais juste lire 2-3 petites choses, parce que c'est tellement joli. D'abord les petites annonces, par exemple. C'est pour montrer le type d'humour. J'en ai sélectionné 3 ou 4 petites annonces d'emploi, hein. Ex-collaborateur, nazi, 200%, cherche place dans journal clandestin, patriote et anglophile. Écrire à De Becker, Les vieux manants, Plancenois. Alors De Becker était en plus l'ancien rédacteur en chef du Soir volé, donc embauché, qui venait de démissionner parce qu'il trouvait quand même que les Allemands commençaient à aller un peu trop loin. Alors tout d'un coup, il avait refusé quelque chose et ça s'est mal passé avec les Allemands qui ont dit, écoute, toi tu es ici pour obéir à ce qu'on a envie aux ordres de la propagande et commence pas à nous faire chier. Et donc là, il a à la fois démissionné et déboulonné. Donc c'est pour ça qu'il y avait une allusion à lui. Autre petite annonce. Je suis seul, oublié, démonétisé, je cherche plan à élaborer pour Société de demain. Écrire Henri Demanne, rue de la Trahison 23. Henri Demanne était l'ancien patron de ce qu'on appelait le Parti social, ce qu'on appelle le Parti socialiste aujourd'hui, le Parti ouvrier belge à l'époque. Il y avait alors aussi des objets, donc à vendre, peau de l'URSS, vendu trop tôt, toujours disponible chez A.Hitler, Butzkriegsallee, Berchtesgaden. L'hiver approche, les événements marchent. Collaborateurs, faites retourner vos vestes chez le tailleur opportun, 5 bis rue de l'Heureuse Transition, Bruxelles. Prix modéré, léger supplément pour le dégraissage des doublures. Ça, c'est juste fabuleux. Il y en a une aussi, là il y en a plusieurs, il y a plusieurs articles très habiles sur ce qu'ils avaient appelé la victoire défensive. Alors, toute une théorie habile qui consistait à dire, voilà, la victoire défensive, c'est le but suprême de l'effort total réclamé par Hitler à la nation allemande. Il demande à son armée de reculer pas à pas pour arriver enfin, grâce à un décrochage véritablement triomphal, à s'établir solidement sur la ligne de l'H-près, la seule qui ait jamais compté aux yeux du Führer. C'est pour n'avoir pas compris cette vérité, qui cependant crève les yeux, que les stratèges du café du commerce travaillent fébrilement du domino et se livrent à des pronostics aussi échevelés que déplacés. La Wehrmacht, au cours des 12 derniers mois, a remporté la victoire défensive la plus éclatante que l'histoire ait jamais enregistrée. Le destin du monde se jouera dès la semaine prochaine à Berlin, et rira bien qui rira le dernier. Voilà, c'est magnifique parce que... On devine qu'on tombe là-dessus en pleine guerre, on est dans le tram et on ouvre ça. Et au début, comme vous venez de l'entendre, c'est bien écrit, c'est écrit comme, c'est ça qu'ils ont voulu faire, exactement comme un article de propagande nazie, mais dans l'autre sens. Et c'est pour ça que je dis c'est fabuleux, parce que c'est en même temps un exercice d'écriture remarquable qui résonne aujourd'hui avec tout ce que vous savez sur les fake news dont on nous inonde.
un peu moins chez nous qu'on ne l'a vu aux États-Unis sous la présidence d'un certain Donald Trump. Et donc là aussi, tous les jours, vous aviez droit à des nouvelles qui sont totalement stupéfiantes, invraisemblables, des contre-vérités absolues, mais c'est le président qui le dit, hein, et voilà, et en plus il le publiait lui-même. Lui, avec Twitter, c'est plus facile, il ne faut même plus passer par un journal. Donc voilà. Mais d'où l'importance de savoir lire, de ne pas nécessairement se dire que ce que je lis est à prendre au premier degré, au pied de la lettre. Le texte des résistants, comme celui des Allemands, chez les Allemands, il n'y a pas d'humour, mais il y a de la propagande. Ici, c'est de l'humour pour démonter la propagande. Et donc, ça incite à rester l'esprit en éveil, je dirais. Et voilà. Donc, juste pour le plaisir, une dernière, c'est qu'en première page, aux nouvelles du pays, on nous annonçait, comme vous savez aussi sûrement, qu'il y avait des pénuries de tout, bien sûr de papier, d'essence, etc., mais aussi de tabac. Alors pour les fumeurs, c'était très embêtant, difficile de trouver du tabac. Alors là, on nous annonçait deux nouvelles catégories de tabac, le crottin A et le crottin B. Alors, le service interministériel des corporations du tabac et de la récupération systématique des défécations chevalines communique qu'à partir du 11 novembre, en accord avec l'administration militaire, la composition du tabac sera désormais la suivante. Crottin catégorie A, provenant des étalons reproducteurs. Crottin catégorie B, provenant des juments reproductrices. Ces tabacs sélectionnés proviennent des harais les plus réputés de nos régions agricoles, parmi les chevaux dont on a, pour la circonstance, scientifiquement récupéré les défécations. Et ça continue comme ça. Donc, c'était remarquable, et c'est ça qui est beau aussi, on dira par rapport à Charlie Hebdo, où la caricature est plus brutale, surtout dans la couverture. Hein. Les textes en page intérieure dans le Charlie Hebdo sont très bien écrits aussi. Et donc, on n'est pas dans l'humour brutal, et on n'est pas, on l'avait évoqué aussi en début de soirée ici, on n'est pas dans le slogan brutal qu'on peut trouver dans la presse destinée aux résistants, où on utilise des mots vulgaires, où on se moque grossièrement de l'occupant souvent. Ici, non. On s'en moque volontairement, subtilement. D'ailleurs, ils ont fait plusieurs éditions, ils ont internes, hein, ils ont réécrit les textes abondamment jusqu'à ce que tout soit pesé mot pour mot, et qu'on ait ce discours très subtil, qui du coup d'ailleurs a plu aujourd'hui, voilà, en 2022, aux Français aussi. En France, on trouve que c'est un exemple remarquable de littérature anti-obscurantiste par la finesse du style, alors que pourtant c'est très ancien, 1943, voilà, ça aurait pu être daté, eh bien, ça ne l'est pas. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Je pourrais encore raconter beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas vous prendre toute la soirée. Voilà.